Du coup, merci d'avoir accepté ce petit podcast. Et pour commencer, une question très simple. Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Ton parcours aussi académique pour que les gens puissent en savoir un petit peu plus sur toi. Donc, je suis Gladys Diblin, nutritionniste du sport et naturopathe. Je m'occupe de l'alimentation et de l'hygiène de vie des athlètes, professionnels et de tout niveau. Au niveau de mes études, donc je viens de Metz à la base, où j'ai obtenu mon baccalauréat scientifique. Suite à ça, j'ai intégré une école en nutrition du sport, le DNH, à Montpellier. Donc c'est un bachelor sur 3 ans, où j'ai réalisé pas mal de stages. Je crois que j'en ai réalisé 5 ou 6 durant toute la durée de la scolarité. Et suite à ça, j'ai réalisé un diplôme en naturopathie, certifié de la Fédération française de naturopathie. Et j'ai monté mon entreprise tout de suite après. En ce moment et jusque cet été, je suis un DU, un diplôme universitaire en alimentation végétarienne à la Sorbonne à Paris, qui se passe très bien et qui m'apprend plein de choses. Tant mieux. Et du coup, tu accompagnes quel style d'athlète en particulier, un sport en particulier ou un peu tous les sports? J'accompagne tous les sports malgré que j'ai quand même en majorité beaucoup de footballeurs. Je pense au moins à 90% des prises en charge. Mais après, j'ai toutes disciplines qui viennent à moi. Basket également, rugby, hand, volley, des sports catégorie de poids aussi. Voilà. Et puis même des sportifs amateurs qui sont en salle de sport, qui font du crossfit, qui font des marathons, des trails, etc. Tu as aussi des sportifs d'endurance? J'en ai un petit peu. C'est une minorité, mais j'en ai, oui. Ok, parce que ça c'est intéressant aussi. Et du coup, ma première question, c'est assez simple, c'est en quoi l'alimentation elle est importante pour les athlètes? Alors en fait, c'est une question qui est finalement très simple et une réponse qui est logique dans le sens où l'alimentation est importante pour les êtres humains, déjà, dans un premier temps. Et ça, c'est hyper important de le conscientiser parce qu'on imagine que voilà, si par exemple on ne fait pas de sport, ce n'est pas important. Alors qu'en fait, rien que s'imaginer que nourrir notre corps au quotidien, tous les jours de notre vie, tout au long de la journée, va forcément avoir un impact déjà sur notre santé. Tu vois, pour commencer, te donner une petite statistique, mais aujourd'hui, il a été répertorié que 30% des cancers sont liés à une mauvaise hygiène de vie et une mauvaise alimentation. Donc rien que ça, en fait, montre l'importance de l'alimentation dans la santé. Et pour être un sportif performant, il faut déjà être un sportif en bonne santé. Ça, c'est certain. Ça, c'est hyper important. Ensuite, pour l'athlète, c'est un petit peu plus spécifique dans le sens où forcément, il va avoir besoin de carburant pour réaliser ses efforts sportifs. Le carburant qu'il va pouvoir donner à son organisme vient principalement de l'alimentation. Donc, c'est hyper important de pouvoir quantifier, choisir avec discernement un petit peu les aliments qu'il va mettre dans son corps pour performer, pour récupérer également. Et puis, ça va permettre bien sûr d'avoir, de se sentir bien, d'être en énergie, d'avoir une bonne récupération, une bonne hygiène de vie, etc. Et justement, est-ce que y a des études qui montrent un réel lien entre des blessures et ce que l'athlète utiliserait comme alimentation? Bien sûr, tout à fait. On parle notamment, au niveau des blessures, on parle notamment d'alimentation anti-inflammatoire qu'il faut adopter en post-effort. Donc là, c'est très important. Il y a des études en effet qui montrent que plus on va avoir une mauvaise alimentation, plus on va avoir des risques d'augmenter les maladies chroniques et les blessures chroniques parce que bien sûr l'inflammation, elle est augmentée. Donc tout à fait, c'est hyper important en fait déjà de le conscientiser, puis ensuite de mettre en place une bonne alimentation petit à petit, tant sur les bases que sur la spécificité ensuite pour les athlètes. Et justement, moi, j'ai déjà entendu, genre, tu vois, pour les tendinopathies, il y a des suppléments de collagène, etc. Est-ce que ça peut être intéressant aussi pour diminuer ça ou pas? Alors moi déjà, ce que je dis à mes sportifs, et ça c'est vraiment hyper important, c'est qu'il y a une sorte de pyramide de la nutrition du sport qui fait que la première base à mettre en place, c'est
une bonne base alimentaire. Ça ne sert à rien de se supplémenter en quoi que ce soit si l'on mange mal à côté. Et ça, c'est vrai que je tiens vraiment à le souligner parce que j'ai beaucoup d'athlètes qui viennent à moi en me disant « Allez, dis-moi qu'est-ce que je dois prendre en termes de compléments alimentaires » sans imaginer qu'il faut qu'ils fassent des efforts sur leur alimentation. Donc, première des choses, vraiment bien spécifier son alimentation, respecter les bases, bien répondre aux besoins de son corps. Ensuite, deuxième point très important, c'est spécifier son alimentation en fonction de la structure des repas et des entraînements. Par exemple, respecter le temps de digestion, prendre des suppléments, des boissons par exemple énergétiques pendant l'effort, à partir d'un certain moment, etc. Vraiment spécifier les bases de l'alimentation en fonction des entraînements. Et ensuite, le dernier point, venir complémenter, supplémenter l'alimentation avec en effet, alors ça peut être, généralement c'est souvent des micronutriments, ça peut être aussi des macros type protéines. Après le collagène, j'ai pas un recul très objectif là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que ça peut servir à quelque chose, tendinopathie, autres maladies, autres blessures inflammatoires, etc., articulaires, et des études qui disent que ça ne sert à rien. Donc, ouais, on ne sait pas. On ne sait pas trop sur le collagène, mais dans tous les cas, en effet, on peut quand même venir supplémenter l'alimentation avec des compléments qui vont aider à baisser l'inflammation. Ouais, on teste et puis on voit si ça marche sur l'athlète ou pas. Exactement. Dans tous les cas, c'est ce que je dis toujours à mes sportifs, on essaie toujours de tester des choses à l'entraînement, jamais en période de compétition, jamais jour de match. L'entraînement, on voit un peu sur plusieurs jours comment ça se passe et là, on peut le mettre sur un plus long terme. Mais c'est à tester toujours, en effet. Ok. Et là, tu parlais du rôle de l'alimentation dans la récup, donc tout ce qui est antioxydants. Oui. Donc fort présent dans les fruits, légumes aussi. Tout à fait. Après, donc c'est bien d'en utiliser parce que le sport, l'effort crée justement l'inflammation. Mais après, il y a aussi le fait que le corps a aussi besoin de cette inflammation pour s'adapter. C'est vrai. Et donc ne pas croire qu'il faut utiliser que des antioxydants constamment pour au final pas avoir les adaptations qu'on souhaite avec l'entraînement qu'on a fait. Du coup, est-ce que c'est quand même bien d'en prendre, ces aliments qui contiennent des antioxydants, mais est-ce que au-delà de ça, peut-être que prendre ça en excès va nuire aux adaptations qu'on souhaite induire avec l'entraînement? C'est vrai que c'est une très bonne question ce que tu fais là, parce que c'est vrai que les sportifs cherchent beaucoup à limiter un maximum cette inflammation-là par tous les moyens. J'ai même des sportifs qui viennent me voir et qui me disent qu'ils prennent des anti-inflammatoires après les entraînements pour mieux récupérer. Donc là, pour le coup, en effet, on essaie vraiment de leur expliquer pourquoi c'est important de ne pas en prendre à ce moment-là. Et forcément, dans tous les cas, même pour une bonne santé, c'est important d'apporter des antioxydants dans l'alimentation. Ça, c'est indispensable. Donc, en apporter au quotidien, c'est bien. Mais bien évidemment, il ne va pas falloir qu'on soit absolument juste focus là-dessus, qu'on fasse vraiment, qu'on mette en place vraiment des dizaines de choses par rapport à ça, parce qu'en effet, le fait est que plus on va avoir des entraînements, tu es bien placé pour le savoir, des entraînements spécifiques qui vont permettre de sortir un peu de la zone de confort, plus le corps va s'adapter et plus on va pouvoir progresser par rapport à ça. Dans tous les cas, l'alimentation en récupération reste très importante, forcément, parce que lors de l'effort, donc, on a en effet une augmentation de l'inflammation, on a une perte hydrique, on a une perte en minéraux, on a une baisse du stock de glycogène, on a une altération des fibres musculaires. Enfin, donc, il y a vraiment plein de choses qui rentrent en compte et l'alimentation va venir réellement aider à la reconstruction des fibres musculaires, à baisser en effet quand même cette inflammation qui peut être quand même plus ou moins importante en fonction des entraînements, en fonction des sports.
Et puis voilà, se réhydrater, apporter à son corps ce dont il a besoin. Forcément. En fait, moi, ce que j'essaye surtout de dire à mes sportifs et de les sensibiliser, c'est-à-dire qu'il y a des sportifs qui ne font pas attention à cette alimentation de récupération et qui vont justement, notamment après un match, une compétition ou un entraînement assez intense, aller se faire plaisir sur le plan nutritionnel, aller manger fast-food, ce genre de choses, parce que c'est le moment de partage, c'est le moment où ils ont besoin de décompresser. Et là, c'est dommage, parce qu'en effet, il y a déjà une inflammation due à l'effort. Si en plus de ça, on ramène une alimentation inflammatoire en plus, on n'est vraiment pas sur une alimentation qui va nous permettre de récupérer et d'être, on va dire, en énergie et en état optimal pour le prochain entraînement et pour progresser et continuer dans cette progression. Donc c'est important. Tu dirais que en fait, l'alimentation, certes, est hyper importante sur la journée, mais encore plus celle qui se situe après un gros entraînement ou après un gros match. Alors oui, encore plus. C'est vrai que oui. Sur ça, oui, je te réponds oui parce que aujourd'hui, par exemple, j'ai beaucoup, y a quasiment la majorité des clubs qui font ça, qui mettent en place une alimentation plaisir après les matchs. Alors, je suis parfaitement d'accord sur le fait que les joueurs viennent de réaliser un effort assez important et qu'il y a une récupération mentale qui entre en jeu. Et forcément, c'est le moment où on décompresse, où on vient de faire l'effort, on est avec les potes, les collègues, etc. Ça fait du bien. Donc d'un côté, pour la récupération mentale, c'est intéressant de vivre ça. Sauf que pour le corps, à ce moment-là, pour moi, c'est l'un des efforts les plus importants, par exemple, de la semaine ou du mois ou peu importe. C'est dommage qu'à ce moment-là, on apporte une alimentation qui n'est pas adéquate aux besoins du sportif. Donc en effet, l'alimentation en récupération, selon moi, elle est vraiment très importante. Mais c'est l'alimentation tout court qui est importante. C'est sûr. Forcément. Et tu conseillerais quoi justement après un match? Je pars dans un sport collectif, donc tu as match toutes les semaines, on va prendre l'exemple classique. Oui. Tu conseilles quoi? Quoi manger? À quelle durée post-match? Un petit peu savoir tout ça. Ou après même un gros entraînement? Alors déjà, moi, après les gros entraînements et après les matchs, j'aime bien quand même les collations en post-effort. Je trouve que c'est intéressant parce que quand on met en place une collation, ça permet quand même à l'organisme d'avoir un apport facile, plus rapide pour venir répondre aux besoins et donc un peu contrer aussi les pertes et les altérations qu'il y a eu pendant l'effort. Donc par exemple, avoir une collation qui soit contient des protéines qui sont facilement digérées par l'organisme avec des antioxydants, des vitamines, de l'eau bien entendu, ça c'est assez logique mais très important. Ça peut être aussi, je ne suis pas contre les complémentations type whey, shaker de protéines, à voir si on la digère bien aussi. Parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui me font des retours où ils digèrent de moins en moins bien la whey. Donc là, on va sur une protéine végétale, par exemple. Et sinon, un repas bien complet, où là, on va apporter, par exemple, donc des protéines de qualité, que ce soit viande blanche, par exemple, poisson gras, très intéressant, parce qu'il y a aussi des acides gras essentiels qui, eux, viennent aider notamment à la récupération, à la reconstitution des cellules, à la baisse de l'inflammation durant l'effort. Des légumes, bien évidemment, qui ne sont pas à ignorer et à laisser de côté, notamment des légumes verts en récupération, qui sont bien riches en minéraux, qui viennent bien reconstituer les stocks, répondre aux besoins. Et puis des féculents de qualité, qui peuvent être riz basmati, quinoa, patates douces, ça peut même être des pâtes. Enfin, après, à voir aussi en fonction de qu'est-ce qui est possible de mettre en place, parce que c'est aussi, ce sont aussi des périodes pour le sportif qui peuvent être un petit peu plus compliquées dans la mise en place, dans le sens où ils sont pas à domicile, ils sont en déplacement, etc. Donc, si généralement ils ne suivent pas forcément ce que le club met en place, il faut qu'eux puissent vraiment organiser ce repas-là
et que ce soit assez facile quand même pour eux de pouvoir le faire. Ouais. Et en termes de glucides, tu serais plus sur du complet, céréales complètes ou blanches? Pas spécifiquement céréales complètes après l'effort. Pourquoi? Parce que le corps il a quand même un besoin assez important dans l'immédiat. Donc plus on va être sur une céréale complète, plus on va avoir un index glycémique qui sera bas. Et donc forcément, plus ça va retarder l'absorption par l'organisme. Donc c'est mieux d'aller sur un IG moyen après effort. Et puis par contre d'aller un peu plus sur du semi-complet, du moins raffiné possible dans les habitudes nutritionnelles au quotidien. Ok. Et du coup, là, on a parlé post, pendant. Est-ce que, pareil, je pars d'un principe, par exemple, Sportco ici, donc un match qui va durer 2 heures, tout compris. Oui. Est-ce qu'il faut manger quelque chose durant l'effort ou s'hydrater avec des choses autres que de l'eau? Et aussi, si on mange quelque chose, quand le manger, parce qu'il faut le temps, c'est pas parce que tu manges quelque chose que l'énergie elle est directement là. Exact. Donc, comment gérer les timings de ce qu'on ingère, quoi ingérer, est-ce qu'il faut ingérer si on a mangé avant, même si on va parler aussi du coup de ce qu'il faut manger avant, mais partons du principe qu'on a déjà mangé un repas avant, est-ce qu'il faut encore continuer à manger pendant? Alors, pas obligatoire de continuer à manger pendant, sachant surtout, et ça c'est vraiment très important, c'est que la digestion demande énormément d'énergie au corps. Donc forcément, plus on va mélanger la digestion à l'effort physique, moins on va être performant sur le terrain et moins on va avoir une bonne digestion. Donc c'est vraiment important de garder ça en tête, de se dire que on dit généralement qu'avant 1 heure d'effort, ça ne sert à rien de manger quelque chose ou ni de prendre une boisson énergétique. Après, forcément, ça dépend. C'est-à-dire que si on sent qu'on a besoin un petit peu d'énergie, combien de temps on a mangé le repas avant, dans quelles conditions on peut bien évidemment adapter toujours ça. Dans tous les cas, c'est vrai que moi, je trouve qu'avant 1 heure d'effort, ça ne sert à rien. Et après, en effet, on peut soit, par exemple, manger quelque chose de vite assimilé pendant la mi-temps ou à partir d'1 heure d'effort. On peut aussi, parce que ça aussi il faut faire attention, c'est qu'il y a des sportifs qui n'arrivent pas du tout à manger pendant l'effort. Donc là, on va plus vers des boissons énergétiques qui vont pouvoir apporter un petit peu de sucre, un petit peu d'énergie, des électrolytes, etc., permettant d'assimiler au mieux l'eau aussi prise. Et donc là aussi, on peut le prendre à partir de 45 minutes, 1 heure d'effort en fonction de la durée de l'effort. Au niveau après des boissons, faire attention à ce qui est aussi sur le marché parce qu'il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de marketing derrière tout ça aussi. Moi, je suis très exigeante quant à la composition de tout ce qu'on ingère. Et malheureusement, on voit beaucoup sur certaines boissons qui sont spécialisées, faites pour les sportifs, des arômes, des édulcorants, des artifices, des additifs, etc. Donc je ne suis pas forcément pour la consommation de ce genre de boisson. Je me dis qu'il est préférable de faire une petite boisson d'effort à la maison en fonction des goûts de chacun et qui peuvent être plus naturels à consommer. Et tu donnerais quoi comme exemple de boisson et même d'aliments faciles à ingérer qui agit vite sur le corps, à prendre à la mi-temps des petits exemples? On peut aller par exemple sur du fruit frais, du fruit sec aussi. Le fruit sec étant forcément plus énergétique parce qu'il aura moins d'eau, donc il va permettre... attention quand même parce que c'est vrai qu'il y a des fruits secs qui sont très riches en fibres aussi, donc il ne faut pas venir non plus déséquilibrer et retarder la vidange gastrique forcément. Mais sinon, fruits frais, fruits secs, c'est pas mal. Là, ça peut être des dattes, ça peut être des raisins secs, ça peut être un bout de banane, quelques quarts de mandarine, par exemple. Après, je suis quand même plus pour les aliments qui sont très riches en sucre et qui sont
vite assimilé que le reste. Il y en a qui prennent des pâtes de fruits aussi, ce genre de choses. Ça peut être intéressant. Attention quand même à la composition. Parce que bien évidemment, ce qui est aussi important, c'est on va prendre quelque chose qui est très riche en sucre. Si on va sur le terrain ensuite et qu'on va se dépenser, ok. Si on attend trop longtemps avant de reprendre l'effort, on va avoir un pic de glycémie et puis ensuite chute. Et la chute, exactement. Donc quand on va peut-être rentrer sur le terrain de façon un petit peu retardée, on va plus être fatigué qu'autre chose. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien gérer, bien tester à ce niveau-là. Et si vraiment ça ne passe pas, on peut tout à fait être sur une boisson de l'effort. Donc là, la boisson de l'effort maison, elle peut être très simple. Sur par exemple une bouteille d'eau, on met environ un tiers de jus, mais absolument de jus complet, non raffiné. Ça, c'est important. Faire attention parce que même dans les supermarchés, on ne trouve pas ce genre de jus. Généralement, c'est même en magasin bio. On est sur un jus à 100%, même voire de la purée de fruits. Quitte soi-même à mixer des fruits à la maison et à l'intégrer dans cette bouteille-là. On peut tout à fait mettre un petit peu de sel marin, du sel de qualité. Il y en a qui mettent du bicarbonate, ça peut. On peut trouver aussi des boissons, des poudres d'électrolytes directement dans le commerce, en complément alimentaire que l'on peut ajouter dedans. Et puis, on peut faire une boisson de l'effort vraiment comme on en a besoin. C'est-à-dire, on peut ajouter des plantes aussi, par exemple. Moi, c'est vrai que ça, j'ai appris ça en naturopathie et je trouve ça vraiment pas mal, notamment l'ortie, qui est une plante. Alors, il faut tester au niveau du goût parce qu'on sent vraiment on sent l'herbe dans cette plante, mais c'est une plante qui est très minéralisante. Donc ça, c'est très intéressant en termes de récupération. Si par exemple, on est sur des sportifs qui ont tendance vraiment à se blesser, qui reviennent de blessures ou ce genre de choses, mettre un petit peu d'infusion d'ortie, ça peut être tout à fait judicieux. Et puis, on peut mettre du miel, du sucre de fleur de coco, par exemple, un sucre de qualité avec un IG bas qui apporte aussi autre chose. On peut mettre également de l'eau de coco, on peut mettre... C'est vraiment en fonction de chacun. Moi, généralement, ce que je fais quand il y a des sportifs qui me demandent ça, c'est que je leur fais une fiche avec les différentes catégories et exemples à faire. Et eux, ils choisissent en fonction aussi de leur goût ce qu'ils ont envie de prendre. Donc au final, prendre des choses naturelles et les faire soi-même. Comme ça, tu sais ce qu'il y a dedans. Exactement. Et est-ce que, avec tous les sportifs que tu as déjà accompagnés, est-ce que tu trouves que les sportifs, de manière générale, s'alimentent bien? Pas citer de nom, rien, je dis de manière globale. De manière globale, pas vraiment. Il y a beaucoup de travail à faire quand même là-dessus. Il y a beaucoup d'idées reçues sur l'alimentation de façon générale et encore plus sur l'alimentation du sportif. Il y a également beaucoup d'erreurs qui sont faites, que l'on retrouve beaucoup chez les sportifs. Donc ça, c'est hyper important en effet, parce qu'on a tendance à penser que parce qu'on est sportif, parce qu'on dépense beaucoup d'énergie au quotidien, on a juste à amener de l'énergie à son corps et ça va marcher, il n'y a pas de problème. Alors que non, bien sûr que non. La qualité de l'alimentation est plus importante que la quantité de l'alimentation. C'est pour ça même que moi, je travaille peu avec le nombre de calories, à savoir combien par sportif, etc. Pourquoi ? Parce que je donne souvent cet exemple en conférence. Mais par exemple, tu vas avoir une cuillère de pâte à tartiner au chocolat. Et à côté de ça, tu vas avoir une pomme. En termes de calories, on va être sur la même densité calorique, la même densité énergétique, sauf que la pâte à tartiner va représenter des calories vides, c'est-à-dire qu'elle va surtout être riche en sucre rapide, en matière grasse de mauvaise qualité. La pomme, elle, va avoir de bons sucres, fibres, vitamines, minéraux, etc. Donc là, on va être sur une qualité énergétique beaucoup plus intéressante pour le sportif et pour chaque être humain d'ailleurs. Donc c'est vrai que sur ça, c'est hyper important, c'est de choisir vraiment la qualité
ne pas se focaliser uniquement sur l'énergie et aller vers quelque chose de sain, le plus sain possible, le plus naturel possible aussi, parce que les sportifs... En fait, il y a beaucoup de sportifs qui viennent me voir en me disant... On fait généralement un premier rendez-vous téléphonique avant la consultation où on parle des objectifs, etc. Et il y a beaucoup de sportifs qui viennent me voir et qui me disent « Non mais t'inquiète, moi l'alimentation ça va, je mange pas tout et n'importe quoi, franchement tout va bien. » Et ensuite quand ils me donnent leur semenier, donc le tableau où ils notifient pendant une semaine tout ce qu'ils mangent, tout ce qu'ils boivent pour que je puisse analyser leur habitude actuelle, ça va au sushi, ça va à l'extérieur, ça va manger des pâtes carbo, bolo. Et en fait, c'est que des petits trucs comme ça au quotidien. Et je leur dis, mais l'alimentation, elle est pas du tout adaptée. Là, tu manges comme quelqu'un de lambda sans faire attention vraiment à tes apports. Et en fait, on s'imagine que ça, c'est une bonne alimentation parce qu'on ne va pas forcément au fast-food tous les jours. Alors que non. Pas du tout. Il faut vraiment spécifier et adapter son alimentation, tant sur la composition que la qualité des aliments, bien sûr. Je suis d'accord. Hein. Moi, je me rends compte qu'il y a plein de gens, ils pensent bien manger, mais quand ils t'expliquent ce qu'ils mangent, ça ne va pas du tout. C'est vraiment pas ça, bien manger. C'est ça. Mais ouais, on pense que des pâtes carbo, c'est bien. Des pâtes bolo, c'est tranquille. On se dit en fait que ça répond à une alimentation... Monsieur et madame tout le monde. C'est ça, exactement. Alors qu'un sportif n'est pas monsieur et madame tout le monde. C'est ça qui est super important. Ouais, non, c'est clair. Et est-ce que, bon, je connais la réponse, mais est-ce que tous les macronutriments sont importants? Ou il y en a peut-être qui pensent, je sais pas, ils veulent perdre un petit peu de poids pour leur sport ou quoi, ils vont diminuer à fond. Ils vont se dire, on va supprimer les lipides vu que c'est de la graisse, donc c'est pas ouf. On va diminuer à fond les glucides. Est-ce qu'ils ont tous leur importance? C'est une très bonne question. En effet, c'est vrai que on a tendance, et ça c'est un petit peu selon moi la devise de l'alimentation et encore plus de l'alimentation du sportif, c'est aucun aliment n'est miracle, aucun aliment n'est à stigmatiser. Donc en effet, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent ok, par exemple, j'ai envie de perdre du poids, je mange plus de glucides, ou alors j'en mange plus le soir, par exemple. Ou alors, en effet, t'inquiète pas, mon alimentation, elle est très pauvre en graisse. Et non, en fait, tous les macros sont importants, très importants, ont leur rôle, leur bénéfice pour la santé, pour les performances. Et ils sont vraiment... ils sont vraiment importants, il faut qu'ils soient là dans l'assiette au quotidien. Les glucides de qualité, bien sûr, vont permettre d'apporter de l'énergie. En fait, les glucides, quand on me dit par exemple, est-ce qu'il faut manger des glucides le soir, il n'y a pas de réponse à cette question. C'est combien tu as mangé de glucides dans la journée aussi. Quel est ton équilibre de glucides? Forcément, si tu me dis que tu as mangé que des glucides le matin au petit déjeuner, que tu as mangé qu'une grosse plâtrée de pâtes à midi, peut-être le soir, en effet, je vais te dire que ça sert à rien d'en avoir. Mais si tu en as de façon équilibrée à tous les repas, bien sûr que oui, tu peux en avoir le soir sans aucun problème. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'idées reçues aussi, où glucides le soir, apparemment, c'est pas bon et tout ça, ou plein de trucs. Mais en fait, c'est des choses qu'on a peut-être entendues de nos parents ou de je sais pas qui, et qu'on redit, mais sans s'être renseigné sur le pourquoi du comment du truc. Exactement. Et en fait, quel est ton équilibre et quel est ton apport de glucides journaliers dans toute ta journée, qui va faire qu'on va voir s'il y a besoin d'avoir des glucides le soir ou non. Mais on n'est pas du tout là à diaboliser les glucides le soir, et encore moins l'apport en graisse. Alors ça, les matières grasses qui sont hyper importantes pour la santé, pour l'équilibre hormonal, enfin vraiment pour tellement de choses que non, il ne faut certainement pas diaboliser les graisses. Par contre, il faut bien les choisir, et il faut bien sûr privilégier les graisses de qualité, les matières grasses essentielles qui, elles, auront réellement un impact par rapport à celles qui ne le sont pas. Donc on va forcément éviter par exemple tout ce qui est
tout ce qui est matière grasse animale, toutes les sauces, les crèmes, etc., les aliments frits aussi, ça, les huiles végétales qui sont un peu raffinées, transformées, ça on essaye d'éviter. Et on va vers des matières grasses de qualité dans les poissons gras. Alors attention, j'ai dit animal, mais les poissons gras très importants. Les huiles végétales, riches en oméga 3 par exemple, l'huile de lin, l'huile de noix, l'huile de cameline, ce genre de choses vraiment très intéressant. Et puis aussi les graines, les oléagineux, qui ont de très bonnes matières grasses, les noix, les amandes, les graines de courge, les graines de lin, enfin ce genre de choses, très intéressant. Oui. Ouais, mais et puis même, je pense à ça, les protéines, j'ai déjà entendu des gens qui disent j'ai pas besoin de protéines, j'ai pas besoin de me muscler aussi, tu vois. Alors que les protéines, certes, permettent la prise de masse musculaire, mais c'est aussi hyper important dans tout ce qui est récupération. Tout à fait. Tout à fait. En fait, moi, j'entends un peu je vois au quotidien un peu les deux versions. C'est-à-dire que il y a soit des sportifs qui arrivent qui ne mangent quasi pas de protéines, soit des sportifs qui arrivent et qui en mangent, mais qui mangent que ça, en imaginant que c'est le macro le plus important à avoir au quotidien. Donc, je pense qu'il faut vraiment retrouver un équilibre à côté de ça. En termes de protéines, en fait, ça dépend. L'apport en protéines, elle dépend de plusieurs facteurs. Elle dépend déjà du sportif, elle dépend de sa discipline, elle dépend de son objectif, elle dépend de son poids de corps, elle dépend du volume d'entraînement aussi. Forcément, on a un petit peu tendance à avoir une alimentation un peu sous-protéinée chez les sports d'endurance. Alors que non, là les protéines sont hyper importantes, mais bien sûr qu'on aura moins de protéines à avoir dans un sport d'endurance qu'à quelqu'un qui va faire de la muscu tous les jours, par exemple. Donc ça dépend vraiment du volume d'entraînement, de l'intensité, de la nature et puis de l'objectif. Forcément, un sportif qui va venir, qui va vouloir se renforcer musculairement, on va là privilégier, augmenter l'apport en protéines plutôt qu'un sportif qui n'a pas besoin de se renforcer musculairement et qui va avoir un apport de protéines plutôt équilibré. Donc, ça dépend. Généralement, c'est vrai que pour quelqu'un de sédentaire, on dit que c'est entre 0,8 1,2 g par kilo de poids de corps. Pour un sportif, ça peut être entre, moi je dis, 1 et 2 grammes environ par kilo de poids de corps. Ça peut varier en fonction des sportifs. Et est-ce qu'elle est au-dessus ? Ça peut. On peut par exemple, notamment chez des sportifs qui ont déjà par exemple un taux de protéines assez élevé au quotidien, qui ont généralement un gros gabarit et qui doivent encore se renforcer musculairement, encore prendre un petit peu de poids, etc. Donc là, on peut aller au-dessus, ouais. Sinon, aller au-dessus quotidiennement, pas forcément. Et puis, ce qui est hyper important aussi dans les protéines, c'est qu'on a tendance à penser que protéines est égale viande. Alors que non, il y a des protéines dans plein d'aliments, il y a des protéines dans plein de végétaux aussi. Et pour avoir un apport en protéines le plus qualitatif possible, c'est super important. Normalement, on devrait avoir 50% de protéines végétales, 50% de protéines animales. Donc non, les protéines n'est égale pas viande, les protéines est égale œufs, poissons, légumineuses, céréales complètes, algues, graines germées, graines oléagineuses, enfin, il y en a vraiment partout. Et ça, c'est hyper important parce que pouvoir aussi équilibrer cet apport en protéines-là va faire qu'on va apporter au corps d'autres aliments qui vont apporter aussi d'autres choses en termes de micronutriments, en termes de... aussi des aliments, enfin les aliments, les végétaux qui sont riches en protéines sont généralement aussi des aliments qui sont un petit peu moins inflammatoires, un petit peu plus anti-inflammatoires. Donc en avoir aussi au quotidien, c'est bien. Avoir des repas végétariens complets de temps en temps, ça a aussi une importance et un rôle assez judicieux, ouais. Ok, intéressant. Et du coup, maintenant, quand tu as toute l'alimentation, on parlait un peu des compléments qu'on pourrait prendre. Ouais. Imagine un sportif qui a vraiment une bonne alimentation globale, donc avec des aliments bruts. Est-ce que tu conseilles
de prendre des compléments, même si évidemment ça va dépendre de ses besoins, hein, mais dans le cas où tu conseillerais des compléments alimentaires, lesquels tu conseilles le plus, qui ont pour toi le plus grand intérêt? Alors, c'est vrai que je ne conseille pas systématiquement des compléments alimentaires, sauf quand il y a des sportifs qui viennent vraiment de très haut niveau, qui ont une charge et un volume d'entraînement vraiment très important. Dans ces cas-là, les compléments alimentaires qui reviennent souvent sont la whey, en termes de protéines quand même, en termes de récupération. Ça constitue quand même une collation de récupération non négligeable. Donc la whey peut revenir assez souvent, alors pas forcément tous les jours, mais au moins quand il y a des entraînements intensifs, des entraînements de musculation et des matchs, des compétitions. Le magnésium, ça c'est un minéral qui est quand même essentiel pour le bon fonctionnement de l'organisme. La plupart du temps, les gens en manquent, de par la pollution, de par le stress, de par toutes les choses qui constituent un petit peu notre quotidien. Donc le magnésium, en termes de récupération, en termes d'apaisement de système nerveux, plein de choses. C'est un minéral qui revient assez souvent en complémentation. Les oméga 3, les sportifs en manquent cruellement. Vraiment, les sportifs en manquent énormément. Donc là, les oméga 3, en effet, toujours en termes de récupération aussi. Là, ça peut être tout à fait intéressant. Ça revient assez souvent. Je dirais que c'est les 3 choses principales que je pourrais donner. Mais après, ça va spécifier en fonction de chacun. Du sport, ouais. Exactement, ça dépend du sport. Ça dépend aussi comment est l'hygiène de vie du sportif. Il y a des sportifs qui dorment très mal, il y a des sportifs qui ont tendance à beaucoup se blesser, il y a des sportifs qui sont très stressés. Il y a des sportifs qui ont besoin d'un coup de fouet, d'être dynamisés. Donc là, on va être peut-être plus sur de la vitamine, on va être plus sur des plantes aussi. Il y a aussi des complémentations en plantes. Mais avant tout ça, on vient quand même renforcer les aliments qui sont riches en ces micronutriments et nutriments et leur donner à consommer de façon plus importante. Mmh. Ouais. Et il y a beaucoup de recherches sur la créatine. Est-ce que toi, je pense que c'est peut-être un des compléments qui est le plus étudié, si je dis pas de bêtises. Tu penses quoi de ça? Déjà, dans quel intérêt le prendre? Et surtout aussi, comment, si on en prend? Parce qu'il y a plusieurs façons de se supplémenter en créatine, soit des grandes... Enfin, je te laisse un petit peu expliquer cette thématique-là, si pour toi c'est bien. En fait, moi, la créatine, je suis un peu comme le collagène parce qu'il y a beaucoup d'études, mais il y a des études qui sont très controversées. Donc, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop si ça a un réel impact. Dans tous les cas, généralement, on prend quand même de la créatine pour prendre de la masse musculaire, prendre de la masse tout court. Et en termes de récupération aussi. C'est vrai que les sportifs qui ont testé, par exemple, la prise de créatine montrent qu'il y a des intérêts à la prendre. Ils sentent vraiment, ils se sentent mieux, ils prennent plus facilement en masse musculaire. Après, c'est vrai qu'il y a des études qui montrent que scientifiquement, on a aussi une plus grosse rétention d'eau quand on en prend. Donc forcément qu'on peut aussi augmenter sa masse si on a de la rétention d'eau. On ne sait pas trop. Dans tous les cas, moi, je ne la conseille pas systématiquement. Je suis vraiment, je me dis, on teste si vraiment le sportif a du mal à prendre en masse. Mais avant, je pense qu'il y a d'autres choses à mettre en place et à voir en fonction du sportif. Mais c'est vrai que je t'avoue que sur cette question, je prends mes précautions parce que je n'arrive pas à te dire oui, c'est à 100% bon d'en prendre et sur le long terme, et que ça donne vraiment des effets positifs à long terme. Besoin d'études encore supplémentaires, quoi. Et tu parlais d'avoir autant des protéines animales que végétales. Oui. Est-ce que être végétarien, c'est un grand débat, mais peut coller avec un sportif de haut niveau?
Ou est-ce que automatiquement, je dirais pas qu'un sportif végétarien est automatiquement moins performant qu'un sportif omnivore, mais un peu cette question de végétarien et haut niveau, est-ce que ça peut coller ensemble? Oui. Oui, être végétarien peut coller avec le statut d'un sportif professionnel, à la condition que le sportif maîtrise son alimentation et maîtrise ses apports. Parce que, en effet, on peut être végétarien et avoir une très mauvaise alimentation, comme on peut ne pas l'être. Et dans tous les cas, c'est vraiment hyper important, là, dans ce cas pour le sportif, de maîtriser ses apports et d'avoir une alimentation très rigoureuse. Si le sportif a une alimentation très rigoureuse, bien sûr qu'il est possible d'être végétarien. Après, bien sûr, il faut faire attention à certaines choses, à certains apports, notamment par exemple des apports. Alors, il y a des trucs assez spécifiques, hein, mais les apports en protéines, déjà, dans un premier temps. Il faut faire attention aussi à son apport en B12. Quand on mange aucune chair animale, forcément l'apport en B12 va peut-être pouvoir poser problème. Et les oméga 3 aussi, qu'on retrouve quand même beaucoup dans les poissons, où là, bien sûr, il faut faire attention. Par contre, alors, je vais peut-être forcément me mettre des gens à dos, hein, mais être végane, c'est différent. Être végétalien, là, pour moi, il y a beaucoup plus de difficultés à être performant de façon optimale quand on est végétalien, quand il n'y a aucun produit d'origine animale, plutôt que quand on est végétarien. Sachant quand même qu'il faut bien remettre, parce que les gens ont tendance un petit peu à mélanger. Le fait d'être végétarien, c'est donc d'enlever toute la chair animale, donc pas de poisson, pas de viande, de volaille, etc. Mais on continue de manger les produits laitiers, les œufs, le miel. Quand on est végétalien, il n'y a aucun produit animal, il n'y a même pas de miel, il n'y a rien. Et vegan, alors là, vegan, en fait, on l'étend à un mode de vie, c'est-à-dire qu'on ne mange rien de ce qui est animal et on ne porte non plus rien de ce qui est animal. Enfin, c'est tout un mode de vie, quoi. Pas de cuir, pas de choses comme ça. Donc, en effet, il faut quand même faire attention, mais on peut être végétarien et être sportif de haut niveau à condition de vraiment bien maîtriser son alimentation. Et je t'avoue qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent me voir, qui souhaitent un maximum végétaliser leur alimentation et qui n'arrivent pas parce qu'elles n'ont pas les connaissances pour. Et donc là, c'est vrai que j'avais déjà quand même pas mal de connaissances à ce sujet avant, mais mon diplôme universitaire que je réalise en ce moment m'aide à peaufiner tout ça et c'est vraiment très intéressant. Ouais, mais parce que il y a eu la vidéo Netflix, enfin le film, oui. tu vois, qui a beaucoup, je pense que c'est Game Changers. Game Changer. Ouais. Et je sais que là, peut-être ça a impacté beaucoup de personnes, je pense, à ce niveau-là. J'avais regardé, mais à même croire que le végétarisme, c'est ce qui va te faire performer et que les athlètes performent grâce au végétarisme. Oui. Donc en vrai, oui. Donc là, tu viens de le dire, tu peux performer autant qu'un omnivore si tu es végétarien, à condition de bien gérer les apports que tu peux pas trouver dans ton alimentation du coup. Exactement. Parce qu'en effet, hein, tu peux être végétarien, manger des plats préparés. En fait, il faut faire attention. Dans tous les cas, il faut avoir une alimentation la plus spécifique possible. Et moi, je ne suis pas pour un régime spécifique. En fait, c'est hyper important d'avoir une alimentation qui te ressemble, en fait, qui répond à tes besoins, à tes valeurs, à tes croyances, à ce que tu fais au quotidien. Donc ça, c'est vraiment important, je pense. Pour moi, on ne devient pas végétarien juste parce qu'entre guillemets, on imagine que l'alimentation végétarienne est meilleure. Selon moi, on devient végétarien pour d'autres raisons. Peut-être pour le bien-être animal, pour l'écologie, pour faire attention à ce genre de choses. Et donc là, ça vient quand même apporter des raisons supplémentaires à l'être et on essaye de faire en fonction. Mais je ne suis pas pour un régime spécifique. Et puis, c'est vrai que ce documentaire, on m'en a énormément parlé, forcément. Mais voilà. Tout est à équilibrer et à
remesuré et il faut faire ce qu'on sent de faire et une alimentation qui nous convienne parfaitement. Et pour moi, l'alimentation qui convient notamment à chacun, c'est une alimentation naturelle dans laquelle on prend du plaisir, on répond à ses besoins et on se sent bien. Et je trouve un sujet qu'on aborde peut-être peu, est-ce que durant les périodes de règles et tout ça, est-ce qu'il y a des adaptations à faire dans la nutrition des sportives en fonction des phases, des différentes phases? Est-ce qu'il y a certaines adaptations à faire? Je trouve ça quand même intéressant de savoir à ce niveau-là. C'est très niveau-là. intéressant. C'est vrai que c'est très intéressant parce que d'autant plus c'est un sujet qui est tellement mis de côté, on en parle tellement peu et je me dis les femmes sportives n'ont pas le même quotidien que les hommes, clairement. Donc en effet, en plus ça dépend vraiment des femmes parce que les cycles menstruels sont très adaptés en fonction, enfin sont très différents en fonction de chaque femme. Il y a des femmes pour lesquelles ça va être beaucoup plus difficile avec des syndromes prémenstruels où là voilà, il va y avoir des désagréments, des douleurs, des inflammations, des maux de tête, etc. Donc en effet, ça c'est vraiment à prendre en compte. Au niveau de l'alimentation, bon, déjà avoir une alimentation de base qui réponde aux besoins. Ensuite, on vient beaucoup jouer sur l'hydratation, parce qu'il y a quand même une perte en eau qui est plus importante à ce niveau-là. Et aussi, on vient jouer sur les apports en fer, en vitamine C, où il faut faire attention parce que bien évidemment, il y a une perte en fer à cette période. Donc là, moi, ce que je dis généralement, c'est qu'en amont du début du cycle menstruel, on vient faire un apport en fer, soit en termes de viande rouge, des aliments qui en apportent, soit des légumineuses, des lentilles que l'on va manger sur plusieurs jours, histoire d'avoir un apport. On fait attention aussi aux protéines, on dort bien, on se repose énormément, on joue beaucoup sur la récupération à ce niveau-là. Et puis on essaie de l'extérieur peut-être d'être à l'écoute, de s'adapter en fonction des ressentis des sportives qui en effet peuvent connaître plus ou moins de désagréments. Donc faire attention et puis aussi mention spéciale aux femmes anémiées, faire attention donc aux apports en fer et faire attention aussi à toutes les substances qui peuvent chasser le fer, notamment par exemple le thé et le café. Quand on prend du thé et du café pendant un repas, on n'assimile pas le fer, ça vient chasser en fait le fer des aliments et donc c'est important aussi de se dire ok, peut-être quand je vais être dans mon cycle menstruel ou juste avant, je vais augmenter mon apport en fer, je vais faire attention à ma consommation de thé et de café, à la distancer de mes repas, je vais peut-être me complémenter ou prendre des aliments riches en vitamine C qui vont pouvoir favoriser cette absorption du fer. Enfin voilà, c'est tout des petites choses comme ça. Donc il y a quand même des adaptations à faire durant cette période-là chez l'athlète féminine? Oui, en fonction quand même de chaque athlète. Okay. Parce que ça peut être plus ou moins marqué selon chaque athlète. Ouais. Ok, intéressant. Et là, je rebondis, tu parles de café. La caféine, est-ce que ça peut être intéressant pour le sportif ou la sportive? Si oui, déjà, comment? Parce que la caféine, on pense directement au café, mais ça peut être de la supplémentation en caféine. C'est vrai. Parce que le café peut avoir des effets qui sont peut-être pas spécifiquement intéressants pour le sport. Est-ce que ça serait intéressant de prendre de la caféine quand on est sportif? Oui, ça peut être intéressant. En fait, on a tendance un petit peu à diaboliser le café, alors que le café, quand même, peut avoir plein de bénéfices pour le corps, pour le sportif. Ce qui peut poser problème, c'est alors déjà le fait d'en boire trop, parce que la plupart du temps, les gens n'en boivent pas que un dans la journée. Tu rigoles, Sylvain, est-ce que c'est ton cas? Non, je dose. 2 ou 3, max. Donc ça, c'est important. Par exemple, pour le fer aussi, faire attention de ne pas trop en prendre pendant les repas. Ça a un aspect assez quand même diurétique, donc déshydratant. C'est ça le plus gros point par rapport aux sportifs. Donc ça, faire attention par rapport à ça. Boire un café le matin, pour moi, ça n'a pas de méfait. C'est OK. Par contre, il faut faire attention à ne pas en prendre trop. Et puis, se complémenter en caféine,
En fait, je me dis, il y a des aliments qui contiennent de la caféine de façon naturelle, des plantes aussi qui peuvent être dynamisantes. Donc, je suis plus sur le fait de consommer, par exemple, ces aliments ou ces plantes qui vont avoir un effet dynamisant ou un café, plutôt que voilà, d'avoir juste un apport en caféine. Dans tous les cas, l'hydratation est primordiale à ce moment-là, parce qu'en effet, même le thé, même la théine, ça peut être intéressant, mais c'est diurétique aussi, donc déshydratant. Donc là, l'hydratation est vraiment un point à maîtriser. Et d'ailleurs, c'est le premier point à maîtriser pour les sportifs. Et je vois aujourd'hui en majorité que tous les sportifs qui viennent me voir ne maîtrisent pas leur hydratation. Et ça, pour moi, avant même, alors bien sûr, tout est important, mais avant même de maîtriser l'alimentation, il faut maîtriser l'hydratation. C'est hyper important. Et justement, en termes d'hydratation, tu conseilles... on entend 1,5 litre par jour, mais évidemment, tu peux pas dire ça à tout le monde, à une personne qui fait 60 kg et une personne qui fait 100 kg. Exact. Quelle quantité, comment gérer, comment réussir à être hydraté? Parce que je pense que moi aussi, je vois, il y a beaucoup des joueurs, ils peuvent oublier leur bouteille d'eau sur un entraînement de 2 heures. Et donc, ils s'hydratent au robinet mais c'est des quantités minimes. Ouais. Et on sait que déshydratation, un petit pourcentage de déshydratation, tes performances cognitives, etc. sont bien moindres. Donc quel petit, je sais pas, des petits tips pour être sûr de bien être hydraté? Alors c'est vrai tout à fait ce que tu dis. 1% de déshydratation égale 10% de perte cognitive et physique. On ressent la soif généralement à 2% de déshydratation. Donc ça veut dire qu'on est déjà dans des pertes cognitives et physiques à ce moment-là, sans s'en rendre compte. La soif est un symptôme de la déshydratation. Ça veut dire qu'on ne doit pas, entre guillemets, avoir soif, attendre d'avoir soif, sous peine d'être déjà déshydraté. Donc vraiment, prévenir cette sensation de soif en s'hydratant tout au long de la journée, en petites gorgées si possible. Généralement, on dit 1,5 litre à 2 litres. C'est vraiment pour donner des moyennes d'apport en eau à quelqu'un, une population normale, sans compter les efforts. Donc forcément, plus un sportif va être grand, va avoir de la masse musculaire, va avoir un entraînement important, va suer, parce que la sudation aussi rentre forcément dans l'équation, plus on va lui dire de s'hydrater. Alors moi, ce que je conseille généralement déjà à mes sportifs, c'est de commencer à s'hydrater le matin à jeun, parce que ça vient vraiment hydrater, éliminer les toxines, réveiller l'organisme en douceur. Après, si possible, le premier brossage de dents. Pourquoi? Parce qu'il y a une prolifération bactérienne dans la bouche pendant la nuit, et donc c'est mieux de la rejeter forcément que de l'avaler, afin qu'elle aille dans le système digestif par rapport au microbiote. Donc c'est vrai que si vraiment on n'arrive pas à se brosser les dents avant de boire ou de manger le matin, au moins de se rincer la bouche et ensuite de commencer à s'hydrater. La majorité de l'hydratation doit se faire en dehors des repas parce que bien évidemment, plus on va venir s'hydrater lors d'un repas, plus on va mélanger le bol alimentaire avec de l'eau et plus on va augmenter le temps de digestion. Donc c'est vraiment important, on peut s'hydrater lors d'un repas, à 2 verres maximum, mais la majorité de l'hydratation doit se faire en dehors. Et ensuite, il peut y avoir plein de tips. J'en parlais avec un sportif il y a quelques jours, il se reconnaîtra sûrement s'il écoute le... Et je lui disais, mais il me dit oui, mais je suis là à la maison, je sors pas trop, j'y pense pas, il me dit j'y arrive pas. Je lui dis alors déjà, tu te mets une gourde, soit tu t'achètes une gourde et tu la prends tout le temps avec toi, au moins ça te permet de quantifier ton eau et de pouvoir, dès que tu passes tes yeux dessus, boire. Soit tu te prends une bouteille comme ça et pareil. Tu peux te mettre des rappels sur ton téléphone. Je te dis si vraiment on en est là, tu te mets des rappels sur ton téléphone en mode petite gorgée d'eau. Et moi, ce que je faisais à un moment, comme je suis souvent assise, je me tenais assez mal sur mon ordinateur. Et donc, j'avais ma petite trousse où je me mettais Gladys, tiens-toi droite. Donc, dès que j'ouvre la trousse, je me dis ah oui, il faut que je me tienne droite.
Et donc, ne pas hésiter à se mettre ce genre de petits rappels comme ça, où on va dans la cuisine, hop, sur le frigo ou quoi, boit une petite gorgée. Et en fait, c'est en ayant ces petits rappels au quotidien qu'on va commencer à prendre ces habitudes. Et on dit qu'au bout de 20-21 jours, on a quand même une plus grande facilité à maintenir l'habitude. Donc il faut vraiment, voilà, pendant 3 semaines, on essaye de sortir de sa zone de confort, à le mettre vraiment de façon rigoureuse au quotidien en place. Et puis normalement, au bout de 3 semaines, c'est un peu plus facile. Mais très important, ouais, l'hydratation, vraiment, ouais, très important à maîtriser. Et du coup, l'hydratation, c'est bien de l'eau. Je sais que je bifurque sur les jus de fruits. On a un peu parlé tout à l'heure. Il y en a déjà qui pensent que les jus de fruits, on peut les consommer comme on veut vu que c'est des fruits. C'est quoi ton avis sur les jus de fruits? Parce que voilà, j'ai certains joueurs qui consomment des jus de fruits, je trouve trop au quotidien, c'est une quantité trop importante. Ouais. Alors, bah oui, c'est du jus, c'est l'équivalent de combien de fruits en sucre? C'est du jus, donc ça vient directement dans le sang. Exact. Donc, quel est ton avis sur les jus de fruits? Aïe, aïe, aïe. Je suis contre les jus de fruits, je t'avoue. Je ne suis pas contre beaucoup d'aliments, mais là, en l'occurrence, les jus de fruits, selon moi, n'ont aucun intérêt dans l'équilibre nutritionnel, ni même pour les sportifs, sauf quand on prend par exemple des jus de fruits, comme je disais tout à l'heure, 100% non raffinés, purée de fruits, qu'on les ajoute par exemple dans des boissons de l'effort, là ça peut être intéressant. Sinon, selon moi, les jus de fruits ne sont pas équivalents à des fruits, pas du tout, parce que dans les jus de fruits, on a un process quand même de conservation où la plupart du temps, on augmente la température à une température très importante pour venir pasteuriser, conserver l'aliment. Donc rien que là, en termes, on a des vitamines qui sont présentes, des vitamines et des minéraux qui sont présents dans les fruits qui sont très sensibles à la chaleur, donc forcément, on les perd. C'est pour ça que la plupart du temps, d'ailleurs, les industriels ajoutent ensuite des vitamines dans les jus pour dire ah, c'est riche en vitamine C, sauf que ce n'est pas la vitamine C naturelle du fruit, c'est une vitamine C ajoutée de synthèse. Généralement aussi, il y a des sportifs qui s'hydratent qu'avec des jus de fruits, alors que le jus de fruits n'hydrate pas, le sucre déshydrate. Généralement, on dit que pour assimiler une molécule de sucre, il faut 3 molécules d'eau. Donc, on a un effet inverse et en plus, on a un déséquilibre de la glycémie quotidienne parce qu'on a des joueurs qui consomment des jus de fruits toute la journée, au quotidien, qui ne boivent quasi pas d'eau. Et donc là, il n'y a rien qui va là-dedans. Donc clairement, pour moi, le jus de fruits n'est vraiment pas un indispensable. C'est un plus qui doit être contenu dans un repas plaisir, par exemple, mais ne doit pas être, ça ne doit pas être l'hydratation générale du joueur. Et puis, tu vois, pour te donner un exemple sur la quantité, on dit environ qu'un verre de jus, ça peut être égal à 5-6 morceaux de sucre, ce qui est absolument énorme, tu vois. Donc, faire très attention à ce qu'on fait par rapport à ça. Je sais que j'ai des joueurs pour lesquels c'est indispensable d'en avoir, pour certains repas notamment. Donc là, on me dit, ok, est-ce que le jus de fruits pressé, c'est un peu mieux? C'est mieux que le jus de fruits industriel, forcément, puisqu'on vient le presser sur le moment, avec un fruit, voilà, directement. On peut avoir un petit peu de pulpe aussi, donc le jus de fruits pressé peut être mieux. Le mieux du mieux par rapport à ça, c'est un smoothie dans ce cas, où là, on vient forcément altérer les fibres du fruit, mais on a quand même tout encore dans le smoothie. Donc là, oui, un smoothie peut être intéressant. L'eau est encore plus intéressante. On est bien d'accord. L'eau, c'est la vie, donc on s'hydrate avec de l'eau principalement. On est bien d'accord là-dessus. Ça me fait plaisir. On parlait aussi du sommeil. Oui. Bah, c'est quelque chose que beaucoup de sportifs ont déjà du mal à dormir.
ont des décalages, s'ils font des déplacements, ils doivent dormir dans l'avion, dans le train, dans tout ce que tu veux. Oui. Est-ce qu'il y a certains aliments qui peuvent justement induire un sommeil plus rapide, faciliter le sommeil ou améliorer la qualité de sommeil? Et si oui, lesquels? Tout à fait. L'alimentation a un bon rôle quand même par rapport au sommeil. Déjà en termes de digestion, c'est-à-dire que le soir, on essaye quand même d'éviter d'avoir des repas trop gras, trop sucrés, trop riches, parce que ça va retarder le temps de digestion. Et comme avant l'effort, on devrait attendre 3 heures entre le repas et le sommeil, et le moment du coucher, pour que l'organisme ait le temps de digérer et pour qu'on puisse aller au lit de la meilleure des façons. Donc ça, c'est important, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sportifs qui ne respectent pas ce temps de digestion-là, qui mangent une demi-heure après, ils sont au lit. Bon, ça ne le fait pas, parce qu'en plus, on a une mauvaise digestion, et en plus, on ne favorise pas un sommeil optimal à ce moment-là. Et en effet, il y a des aliments qui peuvent être tout à fait intéressants le soir, notamment des aliments qui sont riches en tryptophane, qui est un acide aminé précurseur de la sérotonine, qui va favoriser donc un bon sommeil. Donc là, on a notamment les œufs qui en ont. Il y a les céréales complètes aussi. On a la banane, on a certains poissons. Il y en a, mais c'est vrai que même, je me dis, il y a des sportifs que je complémente en magnésium où je leur dis de prendre le magnésium le soir, si par exemple ils ont des problèmes de sommeil. Parce que bien aussi, le magnésium va aussi venir apaiser le système nerveux. Donc le soir, ça peut être plus intéressant qu'à un autre moment en fonction des objectifs. Mais en effet, tout ça peut venir favoriser le sommeil, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'on a beau manger par exemple des œufs le soir, mais forcément, si on ne respecte pas le temps de digestion, qu'on est sur son téléphone pendant 4 heures, qu'on va faire des choses qui vont nous dynamiser, qu'on va avoir, je ne sais pas, enfin tout ce qui est aussi autour du sommeil en termes de literie, de bruit, de luminosité, de température dans la chambre. Tout ça va avoir aussi un énorme impact sur le sommeil. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte parce que c'est vrai que le sommeil, en termes de récupération, c'est absolument... c'est le premier pilier de la récupération, du corps, des performances. Et avoir un mauvais sommeil, en fait, ça peut être vite un cercle vertueux ou vicieux, dans le sens où avoir une alimentation peut impacter le sommeil, sauf que quand on impacte le sommeil, ça impacte aussi l'alimentation, parce que ça vient dérégler aussi toutes les sécrétions hormonales, etc., la faim, la satiété. Donc, mauvais sommeil, mauvaise alimentation, mauvais sommeil, on est performant, on est moins bien performant, pardon, on augmente le risque de blessure, on est stressé, et là on rentre dans une spirale un peu négative. Mmh. Donc tout est à prendre en compte en fait pour l'hygiène de vie. Ouais. Et est-ce que tu différencierais l'alimentation d'un jeune athlète? Quand je dis jeune athlète, je dis adolescent, donc peut-être de 14 à 18-19 ans, donc en centre de formation si tu veux, oui. Avec un joueur adulte professionnel. Oui. Tant dans la prise en charge que dans le contenu. Dans le sens où, déjà quand on a un jeune athlète, on vient déjà d'abord le conscientiser, le sensibiliser sur l'importance de l'alimentation et de l'hygiène de vie. Quand on a un athlète professionnel, on rentre directement généralement dans le dur parce qu'il faut directement mettre en place une alimentation, une hygiène de vie spécifique. Donc rien que déjà par rapport au discours, ça va changer. Ensuite, ce qui vient diverger, c'est le fait que l'athlète, le jeune athlète, va être un athlète qui est encore en pleine croissance. Et donc, il va être, s'il est à un haut niveau, il va être à un moment de sa vie où sa dépense énergétique va être quasiment la plus importante. Parce qu'on est sur quelqu'un qui est en train de se développer. Donc là, déjà, la dépense énergétique est importante à l'adolescence. Et puis, en plus de ça, qui vient dépenser énormément d'énergie au cours de ses entraînements. Donc là, il faut vraiment répondre aux besoins. Donc, il y a énormément de besoins par rapport à ça. Ça, c'est très important parce que c'est vrai que je t'avoue, j'ai beaucoup d'athlètes, de jeunes, et je pense aux filles aussi,
qui ont un apport énergétique moindre par rapport à leurs besoins. Donc ça, c'est super important de bien rééquilibrer ça, tant pour les performances, pour la croissance, mais aussi par rapport à... Ça peut avoir un retard pubertaire, il peut y avoir aussi une aménorrhée, une absence de cycle menstruel pour les femmes. Là, ce sont des gros symptômes qui le démontrent. Donc on fait attention à ça, et aussi à l'apport énergétique forcément, parce que c'est pas un cliché, mais c'est une erreur qui revient souvent, où les jeunes athlètes mangent énormément de sucre. Énormément de sucre. Mais alors forcément, en fait, ils ressentent le besoin. Ils me disent, mais moi j'ai tout le temps faim, j'ai tout le temps envie d'avoir quelque chose. Donc même en centre de formation, dans les chambres, il y a des paquets de gâteaux, il y a du chocolat, etc. Et là, il faut vraiment les sensibiliser là-dessus, parce que bien évidemment, on est sur quelque chose qui est moins grave que si c'était des athlètes professionnels, parce que voilà, il y a vraiment cet apport, ce besoin énergétique qui est important. Et aussi à cet âge-là, on le sent moins. C'est-à-dire qu'on peut faire des écarts tous les jours, on est performant sur le terrain parce qu'on le sent moins, et c'est plus quand plus on vieillit, plus là, forcément, on ressent les différentes conséquences que pourraient avoir des écarts. Mais ça ne veut pas dire que c'est bon quand même pour eux. Donc vraiment pouvoir bien rééquilibrer les choses en ayant une répartition énergétique en termes de macro-micronutriments vraiment bien équilibrée, et puis diminuer le sucre, parce que bien évidemment, plus un athlète va comprendre jeune que c'est important de mettre les choses en place, et plus il va le faire jeune, plus ça va être facile pour lui plus tard. Et plus les habitudes vont être mises en place et vont pouvoir le projeter à haut niveau. Mais est-ce que les mauvaises habitudes, imagine un jeune athlète qui vraiment mange n'importe comment, est-ce que ça va pas avoir un impact pour après, même après carrière? Parce qu'on voit, il y a tout type de sportifs. Tu as des sportifs qui ils ont fini leur carrière, ils font des marathons, et tu as d'autres sportifs, ils ont fini leur carrière, ils sont pétés de partout, ils ont des problèmes partout, et ils deviennent même en surpoids. C'est vrai. Est-ce que, bon après je sais pas s'il y a des études sur ça, mais ça m'étonnerait même sur une alimentation qui est vraiment mauvaise à l'âge adolescent, et qui, on se rend compte que post-carrière, en fait, ou même pendant la carrière, même si tu as fait plus d'efforts à ce moment-là, en fait, tu as toutes les conséquences de ce que tu as fait avant qui n'étaient pas correctes, et ton corps qui subit tout ça, quoi. En fait, c'est vrai que ça dépend vraiment des sportifs. Il y a plusieurs cas de figure. Dans tous les cas, l'alimentation qui est donnée par les parents quand on est jeune vient quand même avoir un gros impact sur la suite. Je pense à un athlète, tu vois, je connais la maman parce que quand j'ai des athlètes qui sont jeunes, je fais aussi des consultations avec les parents, forcément, puisque c'est eux qui viennent donner l'alimentation à la maison. Et forcément, tu donnes du coca quand ton enfant il a 4-5 ans, tu t'imagines bien que, en plus, maintenant il y a énormément d'études qui montrent l'addiction au sucre. Plus tu le donnes jeune, plus l'addiction au sucre peut être importante. Plus ce sont aussi des personnes qui vont avoir d'autres addictions dans leur vie. Donc ça, il faut faire attention. Bon, il y a plein d'autres choses, hein. Je donne vraiment que l'exemple de l'addiction, mais le sucre a un réel impact néfaste sur la santé aujourd'hui. Mais forcément que oui, donc l'athlète va être habitué depuis tout petit à avoir du sucre de façon très facile. Plus il va grandir, plus il va continuer cette habitude-là. Après, pas parce que nos parents nous donnent des clés qu'on doit forcément jouer avec toute notre vie. On a tout à fait aussi des athlètes qui prennent conscience de l'importance d'une bonne alimentation, qui arrêtent ou qui diminuent par exemple le sucre, qui ont une bonne alimentation et qui ont une meilleure alimentation que ce qu'ils avaient enfant. Donc ça dépend. Dans tous les cas, c'est vrai que quand on a des athlètes qui ont tendance à aller un petit peu dans leur travers, à glisser un peu vers les écarts, avoir du mal à avoir une alimentation équilibrée au quotidien, on retrouve des athlètes en post-carrière qui retombent dans leur travers forcément. Donc il faut faire attention par rapport à ça, mais
Selon moi, tout est une question de choix. Où on a envie d'être, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Je connais aussi des athlètes que je suis, notamment, qui ont fini leur carrière et qui font attention comme si ils étaient encore sur le terrain, tu vois. Alors bien sûr, t'as moins cette exigence, t'as pas cette demande de résultats au quotidien, donc tu peux aussi te faire plaisir. Puis généralement, ce sont des personnes qui ont de l'argent, donc qui ont aussi accès à de bonnes choses, à se faire plaisir. Il faut aussi se faire plaisir, mais on peut tout à fait garder une bonne alimentation parce que de toute façon, et ça c'est pour moi c'est primordial de leur faire comprendre et c'est ce que j'essaie à tout prix de leur partager, c'est ne faites pas attention à votre alimentation pour être spécifiquement bon sur le terrain. Prenez conscience que votre corps a des besoins qu'il est nécessaire de respecter et à partir du moment où on prend conscience des besoins de son corps, on écoute son corps, on est au quotidien avec son corps, on vit avec son corps, on va forcément aller vers des choses qui seront meilleures pour soi que ce qui ne l'est pas. Ça, j'essaye vraiment de leur faire prendre conscience de ça parce que il y a beaucoup d'athlètes qui pensent mental, voilà, je décide ça au niveau mental, mon corps suit, et c'est vraiment deux choses distinctes. Alors que pas du tout, on est vraiment sur une unicité, ça c'est un terme aussi que je reprends souvent, mais une écologie personnelle, qu'est-ce qu'on a envie de donner à soi, comment on a envie de nourrir son corps, sa tête. Moi je sais que depuis que j'ai fait mes études de nutrition, alors certes je me fais plaisir forcément comme tout être humain, on est des êtres humains avant toute chose, mais quand je sais qu'un aliment n'est pas bon pour moi, il va moins m'attirer, beaucoup moins m'attirer parce que je sais qu'il aura des impacts négatifs. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose, en effet, je trouve qui est important. Et généralement, quand on arrive à conscientiser ça, même quand on n'est plus sur le terrain ensuite, on garde ces bonnes habitudes-là. Ouais. Après, moi, je pense que il y a beaucoup de, ça on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de méconnaissance sur l'alimentation et donc en fait, même si ça vient de nos parents, il y a plein de gens qui pensent qu'ils donnent des bonnes choses et au final, en fait, c'est des choses qui sont pas ouf, quoi. Donc, exactement. Ça, c'est un réel problème aussi. On est beaucoup déconnectés de ça et malheureusement, c'est vrai qu'en France, pourtant, un pays de la gastronomie, hein, mais après, en France et au-delà, on n'éduque pas. On n'éduque pas les gens à bien manger réellement. Et ça c'est un gros point noir. En effet, il y a beaucoup de travail à réaliser par rapport à ça. Revenir à une alimentation la plus saine, la plus naturelle possible. C'est vrai qu'on est un peu tous... on voit, les gens sont dans leur quotidien, vite, pas le temps, stress, il y a plein de choses à faire, le travail. On va vers des aliments qui sont faciles à manger, faciles à préparer, sans se poser la question de savoir si c'est réellement bon pour soi. Alors que avoir une bonne alimentation, avoir une bonne hygiène de vie nous permet d'être bien en nous-mêmes. Notre seul véhicule de toute notre vie, c'est notre corps. Donc en prendre soin au quotidien, pour moi, c'est la priorité numéro 1. Et puis aussi faire attention, et ça j'en parle souvent d'ailleurs, c'est à la nourriture autre que l'alimentation, la nourriture de l'esprit. Faire attention à... j'en parle beaucoup avec mes sportifs, mais qu'est-ce qu'on met dans sa tête aussi ? Vers quoi on va au quotidien ? Comment on dispose de notre temps ? Que ce soit au niveau des films, des séries, des réseaux sociaux, des publicités, de l'environnement, de nos relations. Comment on vient nourrir aussi notre tête, notre cœur avec toutes les informations. Et ça aussi, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, on est assailli de milliers d'informations de partout, chez nous, à l'extérieur, où on va. Et pour tout le monde, d'ailleurs, pour tous les êtres humains, mais je me dis encore plus pour les sportifs qui ont des objectifs bien précis, qui essayent de cadrer, de contrôler un peu tout ce qui se passe en termes de préparation invisible, de tout ce qui est en dehors du terrain. Faire attention aux activités, aux choses qui vont prendre notre temps et qui ne vont pas forcément nous apporter
des bonnes choses. Donc vraiment répondre à ses besoins, faire attention à ce qu'on met dans son ventre, dans sa tête, en termes de qualité. Qu'est-ce qui répond à mes objectifs, qu'est-ce qui me fait du bien pour avancer dans mes objectifs, dans ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie en fait. Et puis voilà, c'est vraiment une prise de conscience sur tout, je trouve. Un mode de vie. C'est ça, exactement. Et moi, je trouve que c'est un vrai challenge d'arriver à sensibiliser et conscientiser les jeunes à l'impact de l'alimentation. Comment toi, comment tu pourrais, toi, les sensibiliser? Tu leur dirais quoi de manière brève, tu vois, mais pour y arriver, tu vois? Parce que c'est un vrai challenge. Ce que je fais souvent en conférence avec les jeunes ou même en consultation, c'est que je prends exemple sur les sportifs déjà qui sont là. Je leur demande un petit peu quels sont leurs objectifs sportifs à long terme. Donc la plupart du temps, on parle des gros clubs, des gros championnats, des grosses compétitions. Et en fait, je n'hésite pas à prendre des sportifs qui sont actuellement dans ces championnats, ces compétitions, qui excellent dans leur domaine et qui font les choses bien. Donc je leur dis, ok, bon bah, tu vois, ok, tu veux aller vers là, regarde ce qui marche pour cette personne-là que tu admires. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut prendre exemple aussi sur les personnes qui sont déjà en place, qui ont une grosse carrière, qui arrivent à exceller, à performer et leur expliquer qu'en effet, on n'a rien sans rien. Aujourd'hui, forcément, il y a des sportifs qui vont avoir plus de talent, qui vont être un petit peu plus doués dans certains domaines. Forcément, on est tous un petit peu plus doués dans certains domaines, mais sans le travail, on n'y arrive pas. Donc vraiment, le travail, il est indispensable. Et puis aussi, quel être humain as-tu envie d'être? Parce qu'aujourd'hui, au-delà d'un sportif professionnel, on a aussi l'humain qu'il y a derrière. Parce qu'un sportif professionnel a énormément d'influence sur le monde, mais c'est aussi, il va avoir de l'influence en tant que travailleur, en tant que valeur de ce qu'il va incarner, etc. Donc, qui as-tu envie d'être, en fait? Et donc, forcément, plus on va essayer de prendre en exemple ces personnes-là qui réussissent, qui ont une influence positive aussi sur le monde, plus je pense que ça va les motiver. En tout cas, je sais que mes sportifs, ça leur parle bien. Et puis leur faire des tests, même si quand on est jeune, c'est un petit peu plus difficile de voir les résultats positifs sur le court terme d'une bonne alimentation, par exemple. Quand c'est sur le long terme, moi j'ai des sportifs comme ça qui ont 16, 17 ans, qui me disent que ça fait plusieurs mois que je les prends en charge en suivi et qui me disent là, par exemple, au bout d'un an, mais je vois totalement la différence par rapport à avant en termes de progression, en termes de ce que j'arrive en fait à faire au quotidien dans mes entraînements pendant les matchs, ce que j'arrivais pas avant, à encaisser du moins en termes d'efforts. Ça se voit forcément sur un long terme, mais c'est un peu en fait le problème entre guillemets de l'alimentation et de l'hygiène de vie, c'est qu'il faut vraiment le mettre en place sur du long terme pour avoir les résultats. Et c'est pas parce qu'on va faire un bon repas qu'on va être performant directement après. Ah non, c'est clair. Et après, ce qui est dérangeant aussi, c'est qu'en fait, il y a même des sponsors en lien avec des clubs de foot, des clubs de sport, même des championnats, mais qui sont des fast-food. Donc en fait, ça n'a aucun... En fait, c'est limite dire on associe ce vers quoi on tend pour des jeunes avec un truc qui n'est pas du tout bon, tu vois. Ouais. Après ça c'est un autre débat, mais je suis parfaitement d'accord avec toi. Je trouve que c'est pas spécialement fou. Et ma dernière question, ce serait par rapport à la période actuelle, le Ramadan. Ah, bonne question. Donc, ça. Donc, obligé d'y passer. Comment faire pour gérer ça au mieux? Parce que du coup, il y a des sportifs qui font le Ramadan, mais les compétitions continuent, les matchs continuent, donc enchaîner les matchs, pas manger, pas s'hydrater. Comment on gère ça déjà pour l'athlète? Comment lui doit gérer ça? Mais comment aussi ceux qui l'encadrent doivent gérer ça? Parce que c'est quand même un truc à prendre en compte. Tout à fait, oui. C'est une période qui est très importante pour les sportifs. Moi, je sais que mes dernières semaines de consultation ont été dédiées qu'à mes sportifs qui font le Ramadan.
parce que, en effet, c'est une période qui vient forcément déséquilibrer toutes les habitudes en termes d'alimentation, d'hygiène de vie, et qui pourtant amène aussi à une certaine purification de l'esprit. Voilà, c'est vraiment une période de foi qu'il est nécessaire de respecter selon moi. Et donc, pour bénéficier pleinement de ces bienfaits du jeûne, il est nécessaire de bien faire les choses la nuit, parce que si on fait tout et n'importe quoi, ça vient totalement casser en fait ces bienfaits. Donc là, la première chose la plus importante que j'essaye de dire à mes sportifs, c'est la structuration des repas. Pas faire tout et n'importe quoi, parce que j'ai des sportifs qui viennent et qui me disent voilà, à partir du moment où je casse le jeûne jusqu'au lendemain, je ne fais que grignoter toute la nuit. Alors qu'il est nécessaire vraiment d'avoir des repas principaux en termes de composition, mais aussi d'horaire, parce qu'on a vraiment besoin, le corps a vraiment besoin pour le coup là, de récupérer et d'avoir des apports. On évite en fait tous les apports qui sont inutiles pour l'organisme. On va vraiment vers l'essentiel à cette période-là. Donc casser le jeûne, alors là, ça dépend. Il y a ça dépend des sportifs. Plusieurs sportifs ont des traditions bien à eux. Il y en a qui, voilà, c'est le verre de lait par exemple avec des dattes. Il y en a qui n'ont pas de tradition. Il y en a qui veulent, voilà, dans leur famille c'est comme ça. D'autres c'est autrement. Moi, ce que je dis quand même, c'est d'essayer de casser le jeûne avec de l'eau. S'hydrater comme un peu le matin, hein, de toute façon, parce que la première chose qui peut poser problème à cette période, c'est la déshydratation. Donc vraiment bien s'hydrater, casser le jeûne avec de l'eau, ensuite on vient manger. C'est vrai que la plupart du temps aussi, dans certaines traditions, on a en entrée par exemple des soupes. Donc ça c'est très bien parce que ça vient aussi nous hydrater. Ne pas hésiter en effet à amener aussi des aliments riches en eau lors du repas, des fruits, des légumes. Faire attention aussi en termes de protéines, avoir un repas bien complet, hein, vraiment en termes de protéines, féculents, matières grasses, hydratation. Et puis, ce que je conseille la plupart du temps à mes sportifs, mais ça peut varier, c'est d'avoir 2 repas principaux. Un au moment où on casse le jeûne, un au moment où le soleil, juste avant que le soleil se lève, pardon, et une collation entre les deux. Donc généralement une collation avant de dormir, parce que là aussi le sommeil très important. On n'est pas sur voilà, des petits épisodes de sommeil, hein. On essaye vraiment pour moi d'avoir... Alors là en plus à cette période, très bien parce que le jeûne se casse assez tôt dans la journée. Donc on a le temps de manger, on a le temps de mettre en place le sommeil. Et puis voilà, essayer de dormir au moins 5-6 heures pour ensuite se réveiller, manger le repas et essayer de se rendormir si possible après. De ne pas hésiter à faire plusieurs siestes, une au minimum dans la journée. Donc micro-sieste ou sieste avec cycle complet de 90 minutes en fonction de sa fatigue et de comment on a pu dormir la nuit. Et puis voilà, aller voilà, sur vraiment des repas. Parce que malheureusement aussi, c'est souvent une période de partage, une période de plaisir. C'est là où il faut faire attention. Période de partage et partager les repas, aucun problème. Par contre, sur le plaisir, on fait attention, ouais, parce que malheureusement, on est surtout sur des aliments qui sont très riches en sucre, qui peuvent être très riches en graisse, et donc qui vont remplir le système digestif sans pour autant le remplir de nutriments qualitatifs. Donc ça, on essaye d'éviter quand même, et on va vers l'essentiel à cette période. Mais en effet, c'est très, très important. Ouais. Ouais. Bah justement, c'est ce qui va impacter la suite de la période de jeûne, en fait. Oui. En fonction de ce que tu manges, si tu manges de la merde, bah, ton jeûne sera plus compliqué, tu auras peut-être plus vite faim. Alors Exactement. Que si tu manges peut-être mieux et des aliments plus intéressants, bah, tu vas mieux gérer, vu que ton énergie sera répartie, entre guillemets, correctement sur la journée. Tout à fait, c'est vrai que là j'ai quand même pas mal de recul sur cette période du coup, puisque ça fait plusieurs années que j'accompagne les sportifs pendant le Ramadan. Et là où en fait j'ai certains sportifs qui parfois pendant le Ramadan ont connu des périodes de grosse fatigue, voire même de blessures. Et c'est parce qu'il y a un moment donné où les choses elles ont un peu été déséquilibrées, ils ont perdu leur équilibre à ce moment-là et leurs bonnes habitudes, et ils ont commencé à faire un peu tout et n'importe quoi. Le sommeil, ça devenait un peu n'importe quoi aussi. Et là, ça peut avoir par contre une répercussion très rapide sur les performances. Donc c'est vrai que cette période, elle est vraiment très importante à prendre en compte.
et surtout quand on est sportif professionnel. Et puis voilà, moi en tant que professionnel en tout cas, je ne donne pas mon avis, je n'ai pas mon avis à donner, je ne suis ni pour ni contre cette période. Je suis juste là pour que les sportifs l'amènent de la meilleure des façons possibles, quoi. Est-ce que ça peut être intéressant de faire des grandes périodes de jeûne hors Ramadan ou quoi, mais pour un sportif, est-ce que ça peut avoir des bienfaits? C'est vrai qu'il est quand même de plus en plus démontré que le jeûne a de gros bienfaits pour la santé, notamment au niveau du système digestif, du microbiote intestinal. Ça, il y a eu pas mal d'études par rapport à ça. Il y a aujourd'hui maintenant même des centres qui sont mis en place pour accompagner les personnes pour des grosses périodes de jeûne. On en retrouve beaucoup en Allemagne, en Suisse notamment. Donc oui, ça peut être intéressant. Par contre, ça dépend pourquoi on le fait, ça dépend dans quelles conditions. Et puis, est-ce que vraiment le jeûne sec, moi je suis pas pour le jeûne, on enlève l'eau, on enlève l'aliment, les aliments. Par contre, en effet, des jeûnes qui peuvent être mis de temps en temps pour voilà, réduire les inflammations digestives, ou encore des jeûnes intermittents, ça peut être intéressant, tout à fait. Mais encore une fois, il faut savoir pourquoi on le fait. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent de les accompagner pour une perte de poids et de faire un jeûne à côté de ça. Je ne suis pas pour cette technique. Pour moi, le jeûne est notamment bien pour dynamiser le système immunitaire, rebooster les défenses et pour tous les problèmes aussi qui sont autour de la sphère digestive. Là, c'est vrai qu'on a quand même de gros bénéfices, mais attention. Déjà, avant toute chose, avoir une bonne alimentation déjà, et puis ensuite on cherche les différentes méthodes en plus. Ok, trop bien. Est-ce que maintenant toi, tu as des choses que tu aimerais aborder qu'on n'a pas abordées ou pas spécialement? Écoute, on a fait bien le tour. Après, on peut toujours aborder des choses. Hein. Le podcast il pourrait durer 6 heures, il y a toujours des trucs à dire. Il y a toujours des choses à dire, oui. Non, je pense qu'on a fait déjà pas mal le tour, hein, même sur les petites choses, tu vois, comme les habitudes nutritionnelles, les idées reçues, le jus de fruits, la nourriture de l'esprit, tout ça, c'est des choses qui sont importantes, je trouve, à donner comme information. Donc c'est très bien. Je sais pas si toi, tu as des choses spécifiques que tu aimerais... Peut-être les choses les plus importantes à retenir en quelques mots. L'hydratation. Premier pilier à maîtriser, vraiment bien y penser, aller vers une alimentation la plus naturelle possible, locale si possible aussi, mais vraiment les produits bruts, prendre le temps, définir ses priorités aussi en tant que sportif, en tant qu'être humain. Pour moi, selon moi, on doit être sa priorité numéro 1 et donc de ce fait, prendre le temps de cuisiner, d'aller faire les courses, prendre le temps de manger, d'être devant son repas en conscience, de ne pas tout gober. L'alimentation, c'est aussi un moment de régénération pour le corps, d'apport qualitatif. Donc c'est vraiment pas quelque chose à bâcler dans son quotidien. Surtout que si c'était pas important, on devrait pas se nourrir 3 fois par jour, par exemple. Je donne une ordre d'idée, mais on ne devrait pas se nourrir tous les jours tout au long de la journée. Donc, on sait à quel point c'est hyper important. Donc voilà, aller vers cette dynamique essentielle selon moi. Et puis ensuite, pouvoir spécifier son alimentation en se faisant accompagner par des professionnels de la santé, de la nutrition, du sport, dans tous les domaines d'ailleurs. Parce que je pense qu'en effet, quand on est sportif professionnel, son environnement est hyper important et les personnes vers lesquelles on s'oriente aussi, ça va être absolument déterminant. Donc tout ça, prendre conscience de tout ça, prendre conscience que ça a un réel impact, que la préparation invisible a un énorme impact sur les performances, tout autant que ce qu'on fait sur le terrain. Et puis faire les choses avec conviction et bienveillance et rigueur. Trop bien. Merci. Merci pour Merci à toi, Sylvain. ton temps. Avec plaisir.